La petite fille fixait l'écran de l'échographie que sa maman observait. Ce n'était pas un humain. Les médecins étaient terrifiés. Bonjour à tous, profitez de ces instants paisibles pendant que vous regardez. Tu veux un petit frère ou une petite sœur, demanda Lucie, en pressant doucement la main de la petite Nora alors qu'elles attendaient toutes les deux devant la salle d'échographie. Nora leva les yeux vers sa mère, ses boucles légères rebondissant avec l'inclinaison pensive de sa tête. Je veux un petit frère, mais il doit être gentil. J'aime pas les bébés qui pleurent tout le temps. Lucie laissa échapper un petit rire tendre. Alors le bébé devra te ressembler, ma chérie, parce que toi, Nora, tu es l'enfant la plus sage du monde. De l'autre côté de la salle, une femme âgée leur adressa un sourire chaleureux. Elle est adorable, dit-elle, sa voix marquée d'un léger accent californien. Comment elle s'appelle? Nora, répondit Lucie, les yeux encore posés sur sa fille avec tendresse. Et moi c'est Lucie. Aujourd'hui, c'est la première fois qu'elle va voir son futur petit frère ou sœur à l'échographie. C'est un moment très spécial, commenta la femme en tendant la main. Moi, c'est Karen. Je suis ici avec ma petite fille. C'est son premier bébé. Félicitations à votre famille, répondit Lucie avec un sourire poli. Malgré la grisaille d'un début d'automne à Los Angeles, l'atmosphère dans la salle d'attente avait quelque chose d'étrangement chaleureux. Lucie Summers? Appela une jeune infirmière. Lucie se leva, entraînant Nora par la main. C'est nous. La salle d'échographie était d'un blanc éclatant et parfaitement silencieuse. Quelques affiches de nouveau-nés souriants ornaient les murs. Nora regardait autour d'elle, ses yeux pleins à la fois de curiosité et de méfiance. Veuillez relever votre chemise et vous allonger, dit calmement le technicien. Son badge indiquait « Charles Matthews, technicien en échographie ». Lucie acquiesça, s'allongea sur la table et remonta son haut, posant instinctivement la main sur son ventre. Charles alluma la machine et appliqua le gel sur son abdomen. « Vous pouvez vous mettre là », dit-il en montrant un endroit près de l'écran. « Vous verrez le bébé. » « Mon bébé », murmura Nora, les yeux écarquillés alors qu'elle s'approchait lentement. La machine se mit à bourdonner, puis une image clignotante apparut à l'écran. Lucie sourit, attendant ce moment sacré. « Tu vois ça ?» chuchota TL. « C'est le bébé dans le ventre de maman. » Nora recula d'un pas, ses yeux grands ouverts, fixés sur l'écran. « Qu'est-ce qu'il y a, Nora ?» demanda Lucie. Le visage de la petite devint livide. Elle murmura. « Maman, ce n'est pas un bébé. Ce n'est pas humain. » Lucie rit, pensant que sa fille plaisantait. Mais son rire s'arrêta net lorsqu'elle vit Charles se figer, son visage vidé de toute couleur. Il regardait de nouveau l'écran, silencieux, immobile pendant plusieurs secondes. « Que se passe-t-il » demanda Lucie, une angoisse glacée montant en elle. Charles ne répondit pas tout de suite. Il ajusta les réglages, zoomant sur l'image. Nora recula encore, les larmes lui montant aux yeux. « Il m'a regardé, maman ?» Il a ouvert les yeux et m'a regardé. Lucie fut envahie d'un frisson glacé. « Je dois appeler le chef du service », dit Charles d'une voix basse. 5 minutes plus tard, la porte s'ouvrit. Un homme d'âge mûr, aux cheveux grisonnants, entra, vêtu d'une blouse blanche. Son badge, Dr George Morrison, chef du service obstétrique et gynécologie. « Bonjour, mademoiselle Summers. Je suis le docteur Morrison. Désolé pour l'attente. Il y a certaines choses que nous devons examiner de plus près. » « Quelque chose ne va pas avec le bébé ?» demanda Lucie, serrant fort la main tremblante de Nora. Morrison s'approcha de l'écran, observa l'image, fronça les sourcils, puis échangea quelques mots à voix basse avec Charles. Il se tourna ensuite vers Lucie. « J'aimerais que vous restiez à l'hôpital pendant 24 heures pour une observation plus approfondie. Nous devons effectuer d'autres tests. » « Mais pourquoi ? » ?»« C'était juste un contrôle de routine. Si quelque chose ne va pas, dites-le-moi franchement. » « Nous avons observé certaines anomalies, » dit Morrison, gardant un ton professionnel. « La taille du crâne est légèrement supérieure à la moyenne, et les proportions des membres ne sont pas dans les normes. Nous devons en savoir plus avant de tirer une conclusion. » Lucie serra Nora contre elle, un frisson glacial lui parcourant l'échine. Elle tourna les yeux vers Charles, cherchant du réconfort, mais il évita son regard. « Je veux parler à mon mari, » dit-elle doucement. « Je ne prendrai aucune décision sans lui. Nous avons déjà contacté Ethan,
répondit rapidement Dr Morrison. Il est en route. 1 heure plus tard, Ethan arriva, pâle, et s'assit lourdement près du lit sans dire un mot. Dis-le, lâcha Lucie, d'un ton sec. Tu sais ce qui se passe, n'est-ce pas? Je t'ai vu prendre des appels toute la semaine. C'est rien, du stress au travail, répondit-il en évitant son regard. Ne me mens pas, Ethan. Siffla-t-elle entre ses dents. Le technicien et le médecin étaient terrifiés. Nora dit que ce n'est pas un bébé humain. Quelque chose ne va vraiment pas. Ethan se leva et sortit sur le balcon du couloir. Lucie le suivit silencieusement, portant Nora dans ses bras, et laissa la porte entr'ouverte. Dans la lumière tamisée de l'hôpital, elle entendit sa voix basse. Non, elle commence à se douter. Je sais, mais je ne peux pas la retenir si elle veut partir. On avait dit, pas de complications. Si ça continue, on est foutu. Lucie resta figée, le cœur battant à tout rompre. Elle retourna au lit, une main protectrice sur son ventre, sentant son monde s'effondrer. Cette nuit-là, Lucie ne parvint pas à fermer l'œil. Nora dormait dans ses bras, paisiblement, mais les larmes de Lucie coulaient sans s'arrêter. « Bébé, quoi qu'il se passe, murmura-t-elle, je ferai tout pour te protéger. » Dans le couloir, une infirmière nommée Béatrice Harris passa et lui adressa un regard compatissant. « Mademoiselle Summers, dit-elle en s'approchant doucement, si vous avez besoin de parler, je suis là toute la nuit. » Lucie hocha la tête pour la remercier, sans dire un mot. Son esprit dérivait entre l'angoisse, le doute, et une peur viscérale qu'elle n'avait jamais connue. Le lendemain matin, les rayons du soleil filtraient par la fenêtre, adoucissant un peu la nuit d'inquiétude. Lucie était assise sur son lit, tenant son ventre, les yeux perdus dans une tasse de thé devenue froide. Ethan entra, un sac de viennoiserie à la main. « Je t'ai apporté le petit déjeuner, dit-il, tentant de sonner normal. Tes croissants préférés. » Lucie ne leva même pas les yeux. « Je ne veux pas manger. Je veux qu'on parle. » Ethan hésita. « Lucie, ne rends pas ça plus compliqué que ça ne l'est. Ce n'est pas aussi grave que tu le crois. Alors pourquoi as-tu dit hier soir qu'on allait avoir de gros ennuis et que tu avais promis qu'il n'y aurait pas de complications? Tu l'as promis à qui? » Sa voix se brisa. Ethan s'assit, se couvrit le visage. Je ne sais même pas par où commencer. » Alors laisse-moi commencer, lança Lucie, les yeux rougis. « Qu'est-ce que tu as fait à notre enfant? » Un silence lourd s'installa. Puis Ethan soupira, comme s'il se résignait à affronter la tempête. « Il y a un projet de recherche, appelé Projet Genesis. C'est une société nommée Genab. Ils ont développé une technologie de modification génétique des embryons. Plus de maladies héréditaires. Amélioration de l'intelligence, du système immunitaire. J'ai accepté qu'ils l'appliquent à notre bébé. » Lucie bondit de son lit. « Quoi? » Ethan s'approcha, les mains tendues. « Laisse-moi t'expliquer. Je voulais juste lui offrir un meilleur avenir. Pas de maladie, pas de risque. Sans mon consentement? » hurla Lucie. « C'est MON corps. C'est MON bébé. J'ai signé l'accord avant même que tu saches que tu étais enceinte, » murmura Ethan. « Tu n'avais pas ce droit, espèce de salaud. » cria-t-elle, les larmes ruisselant. Nora se réveilla en sursaut. « Maman, s'il te plaît, ne pleure pas. » Lucie serra sa fille contre elle, tremblante. « Ça va, ma chérie. Maman a juste besoin de se reposer un peu. » Cet après-midi-là, le docteur Morrison et son équipe réalisèrent des examens avancés. Ils prélevèrent du liquide amniotique pour analyser le génome complet du bébé. Lucie était allongée, le regard vide. Charles Matthews, le technicien en échographie, fut le seul à lui adresser encore un regard compatissant. Lorsque Lucie tourna la tête vers lui, il murmura doucement. « Je ne suis pas d'accord avec ce qu'ils font. Mais j'ai reçu l'ordre de ne pas intervenir. » Lucie le fixa. « Tu as des enfants? » Charles hésita. « Non, mais j'ai une petite sœur. Et si quelqu'un lui faisait quelque chose sans la permission de ma mère, je crois que je le tuerais. » Ce soir-là, dans la chambre d'hôpital, Nora était assise en silence, dessinant avec la boîte de crayons de couleur offerte par l'établissement. « Qu'est-ce que tu dessines? » demanda Lucie. « Le bébé, » répondit Nora. « Mais ce bébé ne me ressemble pas. Il a 3 yeux, de longs cheveux,
une peau grisâtre et des bras qui lui tombent jusqu'aux genoux. Lucie frissonna. Elle ramassa le dessin. L'enfant était gribouillé de façon chaotique, mais les 3 yeux étaient troublants de netteté. Nora, pourquoi as-tu dessiné ça? Parce que je l'ai vu hier. Il m'a regardé. Il a dit, je ne suis pas comme toi. Lucie serra sa fille dans ses bras. Tout va bien. C'est juste un bébé. Je te protégerai. Et je protégerai aussi le bébé. Le lendemain matin, le docteur Morrison revint dans la chambre, accompagné de 2 hommes en costume. L'un était jeune, les cheveux noirs plaqués en arrière. L'autre avait la cinquantaine, un regard perçant et glacial. Lucie, dit Morrison, permettez-moi de vous présenter Monsieur Sébastien Brox, représentant de Jonia Lab, et son collaborateur, le bio-ingénieur Ryan Turner. Mademoiselle Lucie, dit Brox en tendant la main. Mais Lucie ne la serra pas. Je n'ai aucune raison de vous rencontrer. Je n'ai jamais accepté de participer à quelque étude que ce soit. Brox esquissa un sourire crispé. Nous comprenons, mais la situation doit être gérée avec prudence. Notre priorité est la sécurité de la mère et du fœtus. Nous avons l'obligation de suivre les protocoles jusqu'au bout. Continuez. Gronda Lucie, les poings serrés. Vous pensez que je vais vous laisser continuer vos expérimentations sur mon enfant? Ryan prit la parole. La structure génétique fœtale réagit de manière anormale. Si nous interrompons le processus maintenant, les risques seront élevés, autant pour la mère que pour l'enfant. Et si vous continuez, répliqua Lucie. Nous avons besoin d'une surveillance constante. Et vous ne pouvez pas quitter l'hôpital sans autorisation, ajouta Morrison en évitant son regard. Vous êtes la patiente numéro 17 de l'étude, précisa Brox. C'est le premier cas avec une réponse génétique aussi atypique. Si vous coopérez, nous pourrons ajuster le traitement. Lucie bondit hors du lit. Je ne suis pas un rat de laboratoire. Je n'ai rien signé. Ce que vous faites est contraire à l'éthique, illégal, inhumain. Brox soupira. J'espère que vous serez plus calme la prochaine fois. Cet après-midi-là, Béatrice Harris, la jeune infirmière de la veille, entra pour changer les pansements de Lucie. Elle ferma discrètement la porte. Mademoiselle Lucie, chuchota-t-elle, je ne suis pas censé dire ça, mais je connais un médecin qui a quitté ce projet pour des raisons éthiques. Il s'appelle Dr Michael Rogers. Il travaille maintenant à l'hôpital de Santa Barbara. Si vous voulez parler à quelqu'un qui connaît vraiment la vérité et qui est prêt à parler, c'est lui. Lucie la regarda avec une reconnaissance profonde. Merci, Béatrice. Merci infiniment. Je suis une femme, moi aussi, répondit Béatrice avec un sourire. Je vous comprends mieux qu'il ne le croit. Ce soir-là, Lucie envoya un message à Helen Vaughn, une journaliste réputée pour ses enquêtes sur les scandales médicaux. Helen avait révélé un scandale majeur l'année précédente sur des essais pharmaceutiques illégaux. Lucie écrivit. Je m'appelle Lucie Summers. Je suis détenue contre ma volonté au Cedar Sinai Hospital de Los Angeles. Mon mari nous a inscrits à un programme de modification génétique fœtale sans mon consentement. Une entreprise appelée Jonab est derrière tout ça. Il menace mon enfant et moi. 10 minutes plus tard, Hélène répondit. Envoyez-moi toutes les preuves que vous avez. Je viens à vous. Vous pouvez me faire confiance. Le lendemain matin, Morrison entra dans la chambre, le visage sombre. Lucie, j'ai besoin que vous signiez un formulaire de consentement pour poursuivre le traitement. Sinon, l'hôpital ne sera pas responsable en cas de problème. Je veux parler à un avocat, répondit Lucie, calme. Vous n'avez pas besoin d'un avocat, coupa Brox d'un ton tranchant. Nous avons le droit de vous garder ici pour la sécurité du fœtus. Je ne fais confiance à aucun de vous. Très bien. Mais n'oubliez pas, si vous créez des ennuis, beaucoup de gens perdront leur emploi. Cet hôpital est financé à 60% par Jonab. Lucie détourna le regard, les poings si serrés que ses jointures blanchirent. De l'autre côté de la porte, Nora dessinait encore. Cette fois, elle traça un papillon aux ailes déchirées, sortant d'un cocon fendu. « Maman, dit-elle, je crois que le bébé n'aime pas être ici. »« Moi non plus, ma chérie, » répondit Lucie en regardant sa fille droit dans les yeux. « Helen Vaughn, » murmura Lucie au téléphone, la voix tremblante d'émotion, « c'est moi qui vous ai écrit hier. »« Oui, je me souviens, »
répondit Hélène d'un ton calme mais déterminé. Je suis près de Cedar Ciné. Dans quelle chambre êtes-vous? Chambre 327, 3e étage, maternité. Mais s'il vous plaît, que personne ne vous voit. Il m'observe en permanence. Compris. Gardez votre téléphone allumé. Je passerai par l'entrée du personnel. J'ai encore un ancien badge qui fonctionne. Lucie serra son téléphone contre elle, le cœur battant. Elle jeta un œil à Nora, qui jouait seule dans un coin avec des peluches offertes par l'hôpital. « Maman, qui tu appelles ?» demanda la fillette. « Une amie. Quelqu'un qui va nous aider à sortir d'ici. » Environ 10 minutes plus tard, une femme grande et mince, aux cheveux bruns courts, apparut vêtue d'une blouse blanche. Elle portait des lunettes à monture noire et un bloc-notes médical. Son badge indiquait Dr Laura Matthews, mais Lucie reconnut immédiatement Hélène Vaughn. « Bonjour, je suis venue vérifier le niveau de liquide amniotique de la patiente Lucie, » dit Hélène à l'infirmière dans le couloir. « Cette patiente est sous surveillance spéciale. Vous devez être enregistré dans le système, » répondit l'infirmière avec méfiance. « Ça ne prendra que 3 minutes. »« J'agis sous instruction directe du docteur Morrison, » répliqua Hélène, le regard fixé sur la porte de Lucie. L'infirmière soupira. « D'accord, mais vite. Je reviens dans 1 minute. » Une fois la porte refermée, Hélène enleva ses lunettes et baissa son masque. « C'est moi, Hélène Vaughn. Vous allez bien ?» Lucie sentit un poids tomber de sa poitrine. « Oh mon Dieu, merci d'être venue. » Hélène sortit un petit enregistreur et une mini-caméra de sa poche. « Nous n'avons pas beaucoup de temps. Je vais vous poser quelques questions. Répondez aussi précisément que possible. » Lucie acquiesça. « Hélène ?» demanda Nora en tirant sur la manche de sa mère. « Qui c'est ? » « C'est une bonne personne, ma chérie, » chuchota Lucie en caressant ses cheveux. « Elle va aider maman à te ramener à la maison. » « Il avait signé pour le programme avant même que vous ne soyez enceinte ?» demanda Hélène, les yeux écarquillés. « Oui. Il disait que c'était pour rendre notre enfant parfait. Mais je ne savais rien. On ne m'a jamais consulté. Je n'ai rien signé. » « Et c'est bien la société Jonad ? » ?»« Oui. Ils ont envoyé des gens dans ma chambre, menaçant, insistant, cherchant à me forcer à signer les papiers pour continuer le traitement. L'un s'appelle Sébastien Brox. L'autre, Ryan Turner. » Hélène prit des notes rapidement. « Avez-vous des preuves ? Messages, documents, copies de contrat ?» Lucie lui tendit son téléphone. « J'ai pris des captures d'écran de conversation d'Ethan avec quelqu'un nommé Brox. Tenez. » Hélène les parcourut du regard et hocha la tête. « Bien. Je vais m'en occuper. » Hélène, hésita Lucie. « Ils disent que si je pars maintenant, le bébé pourrait être en danger. Mais si je reste, je n'ai plus aucun contrôle. » Hélène posa une main rassurante sur la sienne. « Je ne les laisserai pas vous reprendre. Mais pour ça, je dois révéler toute cette histoire. Êtes-vous prête ?» Lucie regarda Nora, qui dessinait encore. Cette fois, c'était un oiseau aux ailes déchirées essayant de s'envoler d'un nid en lambeaux. « Je suis prête, » répondit Lucie avec fermeté. À cet instant, la porte s'ouvrit brusquement. Béatrice Harris entra avec un plateau de médicaments. « Que se passe-t-il ici ?» dit-elle, avant de s'arrêter net en voyant Hélène. « Béatrice, » dit rapidement Lucie, « voici Hélène Vaughn, la journaliste dont tu m'as parlé. » Béatrice poussa un soupir de soulagement. « Je m'en doutais. » Le badge Laura Matthews ne correspondait pas à la liste des médecins du jour. Hélène sourit. « Vous êtes perspicace. Mais maintenant, on a besoin de votre aide. Il faut partir sans que Brox ou Morrison ne soient informés. » Béatrice jeta un coup d'œil dans le couloir. « J'ai un badge qui donne accès au couloir de maintenance du sous-sol. De là, vous pourrez rejoindre le parking arrière sans passer par l'entrée principale. » Lucie regarda Hélène, la voix tremblante. « Je n'arrive pas à croire que des gens comme vous existent. »« Tu devrais y croire, » répondit Hélène, les yeux graves, « parce que nous croyons en toi. » Vers 23 heures, Hélène revint avec une petite camionnette blanche portant le logo BioArt Solutions. Lucie était prête. Un petit sac en tissu contenait quelques vêtements pour Nora, des documents personnels, des copies de tous les dossiers médicaux et une clé USB renfermant un enregistrement secret de la conversation d'Ethan avec le docteur Morrison,
captée à l'aide de son téléphone. Béatrice attendait dans la zone d'entretien au sous-sol. Elle tendit le badge d'accès à Hélène, puis hocha la tête. Seul le personnel d'entretien emprunte ce passage. Personne ne le contrôlera, Nora. Lucie murmura cela en soulevant la petite fille dans ses bras. On part en voyage. D'accord. On rentre à la maison, maman? Pas dans l'ancienne maison, ma chérie. Un nouvel endroit, plus sûr. Le bébé veut venir aussi, souffla Nora. Parce qu'il a peur ici. Lucie la serra plus fort contre elle. Je sais. Une fois arrivée à la voiture, Hélène ouvrit la porte arrière. Nous allons à Santa Barbara. J'ai un ami là-bas, un médecin, Michael Rogers. Il faisait partie du projet de recherche mais il s'en est retiré. S'il y a quelqu'un qui comprend ce que fait Genuab, c'est bien lui. Lucie acquiesça. Peu importe où, tant que c'est loin d'ici. Hélène se tourna vers Béatrice. Merci. Je t'enverrai des nouvelles sur ton mail perso si quelque chose change. Béatrice serra la main de Lucie avec force. Bonne chance. Et si ce bébé est humain, alors il vivra comme tel. Personne n'a le droit de réécrire son destin. Merci, Béatrice. La voiture s'éloigna de l'hôpital Cedars-Sinai. Lucie regarda dans le rétroviseur, observant la lueur ambrée du bâtiment s'évanouir dans la nuit. Nora dort, dit-elle en couvrant doucement sa fille d'une couverture légère. Tu crois que Michael pourra vraiment nous aider? Hélène hocha la tête. Il a refusé un demi-million de dollars pour quitter le projet, et pourtant il continue à vivre correctement tout en aidant les autres. J'y crois. C'est notre dernier espoir. Lucie détourna le regard, la main posée sur son ventre. N'aie plus peur, mon bébé. Je ne laisserai plus jamais personne te toucher. À exactement 2 heures du matin, ils arrivèrent à la périphérie de Santa Barbara. Hélène s'arrêta devant une petite maison nichée dans un quartier paisible. Michael Rogers les attendait sur le pas de la porte, une tasse de café à la main. Il était mince, ses lunettes glissant sur le nez. Lucie, demanda-t-il. Je suis Michael. Entrez, je vous en prie. Lucie descendit de la voiture, Nora endormie sur son épaule, les yeux rouges de fatigue. Ce que tu as fait est plus courageux que tout ce que j'ai jamais vu, dit Michael avec un faible sourire. Et maintenant, il faut sauver ce bébé. La lumière du matin à Santa Barbara n'était pas celle de Los Angeles. Elle était plus douce, plus chaude, étrangement paisible. Lucie était assise dans la cuisine de la maison du docteur Michael Rogers, une tasse de thé entre les mains, bien qu'elle n'y ait pas touché. Nora dormait toujours profondément sur un vieux canapé du salon. Hélène, dans la pièce voisine, était au téléphone avec le Los Angeles Times, leur annonçant qu'elle avait retrouvé la témoin. Michael, assis en face de Lucie, le regard grave, dit « J'ai lu tout le dossier que tu m'as remis. Ce qu'ils t'ont fait subir est inhumain. » Lucie acquiesça, la voix tremblante. « Je veux juste sauver mon bébé. Je me fiche de la médiatisation. Je veux juste qu'il vive comme un être humain. » Michael sortit une feuille du dossier, marquée du sceau rouge de Genuab. « Tu connais le nom de code qu'ils ont donné à ton bébé? » Lucie secoua la tête. Sujet expérimental numéro 17. Patient numéro 17. Ils ont déjà testé sur 16 autres fœtus. 14 ont donné lieu à des embryons non viables. 2 sont nés prématurément et sont morts en quelques heures. Le tien est le seul encore en vie. Lucie se figea. Ils ne m'ont jamais dit ça. Je pensais que c'était le premier essai. Michael secoua la tête. C'est le premier implanté dans un corps humain de manière publique. Mais il y a eu des essais secrets, en Amérique centrale. J'ai eu accès à une partie des données, à l'époque où je faisais encore partie de leur équipe centrale. Lucie serra les poings. Pourquoi moi? Pourquoi mon enfant? Michael soupira. À cause d'Ethan. Il savait parfaitement ce qu'il faisait. Lucie gronda presque entre ses dents. Il n'a pas seulement signé le consentement. Non, dit Michael, la voix lourde comme une pierre. Il a été payé, environ 300 000 $, transféré via une société écran à Long Beach, au nom de Ethan Biosolutions SL. J'ai une copie du virement. Lucie se leva d'un bond. Non, c'est impossible. Michael posa doucement sa main sur la sienne. Je sais que c'est dur, mais tu dois le savoir.
Ethan est un collaborateur secret du projet Ginulab. Ce n'est pas juste un père naïf. Il est un maillon de toute cette chaîne. Il a vendu votre bébé. Lucy recula, des larmes coulant sur ses joues. Il les a laissés faire ce qu'ils voulaient du fœtus, et m'a menti pendant des mois. Michael acquiesça. Ils avaient besoin d'une mère au profil médical impeccable. Tu étais la candidate idéale, en bonne santé, sans antécédents, conception naturelle, sans traitement de fertilité. Lucy pencha la tête au-dessus de la table. Hélène entra en silence, s'assit à côté d'elle et posa une main sur son épaule. Michael reprit. Lucy, je vais t'aider, mais tu dois comprendre. Les gènes du bébé ont été modifiés dans les zones qui contrôlent le développement neurologique. C'est pour cela que son crâne et ses membres sont disproportionnés. Mon bébé, va-t-il devenir un monstre? Demanda Lucy d'une voix creuse. Non, répondit fermement Michael. Le problème est l'instabilité génétique. Si tu continues à prendre leurs médicaments, la mutation empirera. Mais si on le laisse tranquille, je pense que le génome peut se stabiliser naturellement. Tu en es sûr? Demanda Hélène, les yeux brillants. C'est peut-être un mécanisme de résistance naturelle encore inconnu, oui. J'ai observé des phénomènes similaires chez les souris de laboratoire. Mais personne n'a jamais osé laisser un embryon se corriger tout seul. Lucy hocha la tête, les larmes toujours présentes. Alors, que dois-je faire? Évite toute surveillance médicale liée à Geniolab, répondit Michael. Ne prends plus aucun de leurs médicaments. Je te suivrai de près, une fois par semaine. Et nous, ajouta Hélène, mon équipe d'investigation et moi allons commencer à publier les preuves, morceau par morceau, en commençant par les documents les plus solides juridiquement. Quand la pression publique montera, on diffusera tout. Lucy attrapa la main d'Hélène. Tu n'as pas peur? Hélène sourit. Bien sûr que si. Mais la vérité n'a pas besoin de courage. Elle a besoin de foi. Cet après-midi-là, Nora se réveilla et entra dans la cuisine, serrant toujours sa peluche renard jaune. Maman, dit-elle, je me sens plus en sécurité ici. Lucy sourit et ouvrit les bras. Moi aussi. Et le bébé va mieux à chaque minute qui passe. Nora pencha la tête. Tu sais quoi? J'ai rêvé cette nuit que le bébé me parlait. Il a dit, je n'ai plus peur. Maman m'a sauvé. Lucy resta silencieuse. Michael les observait, les yeux adoucis. Peut-être qu'elle perçoit des choses que la science ne peut expliquer, murmura-t-il. Ce soir-là, Michael et Hélène passèrent en revue tous les documents à nouveau. Michael s'arrêta à la fin du contrat entre Geniolab et Cedar Ciné. Regarde ici, dit-il, en pointant une ligne minuscule en bas de page. Une clause de confidentialité niveau 4 permet une détention indéfinie du patient en cas d'urgence médicale certifiée, selon l'appréciation du comité de recherche. Hélène fronça les sourcils. Donc, si Lucy était restée à Los Angeles, ils auraient pu invoquer un trouble génétique aigu et la garder légalement enfermée? Exactement. Et ils l'ont déjà fait, une fois, au Mexique. Mais cette femme-là n'avait personne pour la défendre. Cette fois, c'est différent, dit Hélène. Maintenant, elle a une équipe de journalistes, des médecins, et un enfant à naître, parce qu'une mère a choisi de résister. Michael sourit. Tu crois au miracle, Hélène? Non, répondit-elle. Je crois en les femmes. Et quand une mère décide de protéger son enfant, aucun monstre ni aucune entreprise ne peut l'arrêter. Lucy s'assit sur les marches du perron, les yeux levés vers le ciel nocturne. Sa main reposait sur son ventre, sentant de légers mouvements sous sa paume. Pardon de ne pas avoir compris plus tôt, murmura-t-elle. Mais maintenant je sais. Et je ne t'abandonnerai plus jamais. Derrière elle, Nora vint en silence et entoura le dos de sa mère de ses bras. Maman, dit la fillette, quand le bébé naîtra, je pourrai lui apprendre à parler? Lucy serra sa fille contre elle. Bien sûr, le bébé apprendra de la meilleure grande sœur du monde. Nora hocha la tête, les yeux brillants comme des étoiles. Je lui apprendrai à ne pas avoir peur des inconnus. Ni du noir. Et si quelqu'un essaie de te faire du mal, je le mordrai. Lucy rit à travers ses larmes. Ma petite fille courageuse. Quelque part dans cette maison, une lueur d'espoir naissait au milieu des secrets, des blessures, et d'un amour qu'aucune somme d'argent ne pouvait acheter. Le lendemain après-midi, Lucy et Hélène étaient assises dans le petit salon de Michael, discutant de la suite.
Que fait-on maintenant, Hélène? Je ne peux pas les laisser continuer à me forcer. Mais si on rend tout public trop tôt, ils vont déformer l'histoire, dit Lucie, le regard inquiet. Hélène réfléchit un instant. Je comprends ta peur, mais ce n'est pas juste ton histoire. C'est celle de toutes les mères, de tous les enfants, et de notre société dans son ensemble. Genab a fait des choses impardonnables. Il est temps qu'ils répondent de leurs actes. Mais ils ont le pouvoir, l'argent, tout un système derrière eux. Moi, je ne suis qu'une mère ordinaire. Hélène sourit doucement. Lucie, tu es la seule à avoir osé te lever. C'est ce qui te rend extraordinaire. Lucie resta silencieuse. Il y avait un certain réconfort dans ses mots, même si la peur persistait. Michael entra depuis la cuisine, 2 tasses de café à la main. Je suis d'accord avec Hélène. On va publier les preuves petit à petit, en commençant par les moins explosives. L'opinion publique grandira avec, puis on révélera toute l'ampleur de ce qu'ils ont fait. Lucie les regarda tous les deux, puis acquiesça. D'accord. Je vais le faire. Mais vous devez me promettre que vous protégerez Nora et le bébé. On te le promet, répondit Hélène d'un ton ferme. Ce soir-là, Lucie était assise avec Nora dans la petite chambre. La fillette lisait une bande dessinée que Béatatrice lui avait donnée à la sortie de l'hôpital. « Maman », dit soudain Nora en levant les yeux. « Le bébé pourra jouer à la poupée avec moi. »« Bien sûr. »« Quand il sera un peu plus grand, » répondit Lucie en caressant ses cheveux. « Mais tu devras lui apprendre à jouer. Je lui apprendrai à ne pas casser les poupées. J'aime pas quand mes jouets sont abîmés. » Lucie gloussa tendrement. « Tu seras une grande sœur géniale. Le bébé apprendra plein de choses avec toi. »« Mais maman, » demanda Nora d'une voix plus douce, « est-ce que le bébé est très différent de moi ?» Lucie resta silencieuse. Elle ne savait pas trop quoi répondre. Chaque enfant est unique. Mais c'est ton petit frère ou ta petite sœur. Et je crois qu'il ou elle sera très spécial. Nora inclina la tête, pensive, puis retourna à sa bande dessinée. Lucie soupira en regardant par la fenêtre, sa main posée sur son ventre. Une sensation étrange l'envahit, comme si une bataille inévitable s'approchait. Le lendemain, Hélène reçut un appel de Los Angeles. « C'est Béatatrice », dit-elle rapidement à Lucie. « Quelqu'un essaie d'accéder à tes dossiers à Cedar Ciné. »« Qui ?» demanda Lucie, affolée. « Apparemment quelqu'un de chez Genialab. » Elle n'a pas pu confirmer, mais un groupe en costume noir a prétendu inspecter les documents médicaux. Lucie serra les poings. Ils ne vont pas lâcher. Je le savais. On publie le premier article ce soir, la rassura Hélène. Une fois sortis, ils ne pourront plus nous arrêter. Michael entra à ce moment-là. Je vais aussi envoyer mon rapport à une revue médicale internationale. Les gens doivent comprendre que ça dépasse les frontières des États-Unis. Hélène regarda l'heure. Plus que quelques heures. Lucie, tu es prête? Lucie inspira profondément. Je suis prête depuis le jour où j'ai quitté Los Angeles. Ce soir-là, le premier article d'Hélène fut mis en ligne. Le titre s'afficha sur l'écran. Édition génétique, la vérité sur le projet Genab. Hélène, assise en face de Lucie, téléphone à la main, lut un extrait. Nous avons parlé à une femme enceinte, contrainte de participer à une expérience de modification génétique sans son consentement éclairé. Les documents que nous avons réunis révèlent non seulement une violation éthique grave, mais aussi des risques sanitaires majeurs. Lucie ferma les yeux, respirant profondément. Ça va tout changer, n'est-ce pas? Oui. Et tu n'es plus seule maintenant. D'autres vont commencer à parler. Le lendemain matin, le téléphone d'Hélène n'arrêtait pas de sonner. Oui, je sais, dit-elle en vitesse. On va publier d'autres documents très bientôt. Ne vous inquiétez pas. Michael lisait des dizaines de mails de ses anciens collègues. Une docteure au Brésil m'a écrit. Elle veut plus d'informations sur le sujet 17. C'est moi, murmura Lucie. Oui, et c'est une bonne chose. Elle évoque plusieurs cas similaires passés sous silence en Amérique centrale. On aura bientôt assez de preuves pour forcer Genab à répondre. Et Ethan, demanda Lucie en les regardant. Michael posa une main rassurante sur son épaule. Il ne peut plus fuir. Ces transactions ont été exposées. Les banques enquêtent et je pense qu'il va être convoqué. Hélène hocha la tête.
C'est ça. Il a choisi le mauvais camp. Lucie resta silencieuse, la main posée sur son ventre. En elle, la peur cédait peu à peu la place à une flamme d'espoir. Pour la première fois depuis des mois, elle ne se sentait plus comme une mère seule au combat. Ce soir-là, Nora dessina un autre tableau. Cette fois, c'était toute la famille, mais avec une touche spéciale. Lucie, Ethan et Nora étaient dessinés côte à côte, tandis que le bébé dans le ventre de Lucie était représenté par un grand cœur au centre du dessin. « Maman, » dit Nora en tendant la feuille, « le bébé, c'est le cœur de nous. » Lucie prit le dessin, les yeux embués. « C'est vrai, ma chérie. Le bébé, c'est le cœur de notre famille. » Et pour la première fois, tout ce qu'elle avait traversé ne lui semblait plus un fardeau, mais la raison même pour laquelle elle devait continuer à se battre. C'est une preuve irréfutable. Si on publie ça, le public ne pourra plus détourner les yeux. Alors faisons-le, déclara Hélène, les yeux brillants de détermination. Je contacte la rédaction. Ce soir, l'article sera en ligne. Lucie les regarda, sentant une force nouvelle jaillir en elle. Je suis prête. Ce soir-là, l'article fut publié, et il provoqua un véritable séisme dans l'opinion publique. Les plus grands journaux s'en emparèrent, révélant les graves fautes professionnelles du laboratoire Jonia. Des associations de défense des droits des femmes et des patientes organisèrent aussitôt des manifestations à Los Angeles, exigeant l'ouverture d'une enquête gouvernementale. Mais en parallèle, Genab contre-attaqua violemment. Ils engagèrent une équipe d'avocats redoutables, publièrent un communiqué officiel niant toutes les accusations, et menacèrent même Hélène et Lucie de poursuites pour diffamation. Je m'y attendais, confia Hélène à Lucie. Mais plus ils nous attaquent, plus ça prouve qu'ils ont peur. Lucie tremblait encore. Ils ont l'argent, le pouvoir? J'ai peur qu'ils essaient de nous faire taire pour de bon. Michael s'approcha et posa une main rassurante sur son épaule. Lucie, tu as fait ce que personne n'a eu le courage de faire. Ne les laisse pas t'intimider. Nous sommes là pour te protéger. Lucie hocha la tête, son regard s'affermissant. Je ne reculerai pas. Pas pour Nora. Pas pour le bébé. Le lendemain matin, Michael reçut un message anonyme sur son téléphone. Soyez prudents. Ils savent où vous êtes. Vous devriez déménager. Il alerta aussitôt Hélène et Lucie. Il faut partir. J'ai un ami à Laguna Beach. Il possède une petite maison d'hôte. C'est très sûr. Lucie regarda Nora, qui jouait avec son renard en peluche. Elle vient à peine de s'habituer à cet endroit, mais je dois la protéger. Je l'appelle tout de suite, dit Michael en décrochant son téléphone. 3 heures plus tard, ils quittèrent Santa Barbara. Hélène conduisait, Lucie assise à l'arrière avec Nora. La fillette serrait son renard contre elle, le regard perdu par la fenêtre. « Maman, on va où ?»« Dans un endroit nouveau, plus sûr, » répondit Lucie. « Et le bébé, il sera en sécurité aussi ?»« Oui, mon amour, il sera très en sécurité. » Nora ne posa plus de questions. Elle se blottit contre sa mère en silence. La maison d'hôte à Laguna Beach était nichée près d'une petite plage bordée d'arbres verdoyants. Un homme aux cheveux argentés les accueillit à l'entrée. « Je suis Julian. Michael m'a parlé un peu. Entrez, je vous en prie. »« Merci infiniment, Julian, » dit Lucie en s'inclinant avec reconnaissance. « Ne me remerciez pas. J'étais journaliste autrefois. Je connais la valeur de la vérité. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis là. » L'intérieur était modeste mais chaleureux. Julian les mena à l'étage, où la lumière douce de l'après-midi baignait les chambres. « Je serai en bas si vous avez besoin de moi. » Lorsqu'il s'éloigna, Lucie prit Nora dans ses bras et la serra fort. Pour la première fois depuis des jours, elle sentit un peu de paix revenir en elle. « Maman, c'est joli ici, » murmura Nora. « Le bébé aimera cet endroit. »« Oui, » souffla Lucie, émue. « Le bébé l'aimera beaucoup. » Ce soir-là, après que Nora se soit endormie profondément, Lucie s'assit seule sur le balcon, contemplant la plage. La brise marine caressait ses cheveux en portant un doux parfum salé. Elle posa une main sur son ventre, sentant les légers mouvements à l'intérieur. « Mon amour, » murmura-t-elle, « je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais je te promets de tout faire pour te protéger, pour t'offrir une belle vie, quelque part, au-delà de l'horizon. » Les vagues venaient lécher doucement le rivage.
Lucie ferma les yeux et pria en silence pour un lendemain plus lumineux. Les semaines passèrent, paisibles, au rythme des vagues de Laguna Beach. Peu à peu, Lucie retrouva un équilibre. Les ombres du passé s'atténuaient. Grâce au soutien constant de Michael et Hélène, elle reprenait des forces. Son teint reprenait des couleurs. Son énergie revenait. Un matin ensoleillé, Hélène entra dans le petit salon où Lucie se reposait près de Nora. « Lucie, aujourd'hui, nous allons dans une clinique privée tenue par la docteure Sandra Mitchell, la meilleure amie de Michael. C'est une excellente gynécologue obstétricienne. Tu n'as rien à craindre. » Lucie hocha la tête, caressant doucement les cheveux de Nora endormie. « J'espère entendre de bonnes nouvelles. Tant que mon bébé va bien, je n'ai besoin de rien d'autre. » Michael entra avec les clés de voiture. « Allons-y. Tout ira bien. » Lucie inspira profondément et prit la main de Michael, ses yeux remplis de gratitude sincère. « Merci pour tout. » Hélène entoura les épaules de Lucie avec tendresse. « On est amis. Et les amis se soutiennent toujours. » La petite clinique se trouvait dans une rue tranquille. La docteure Mitchell les accueillit avec un sourire chaleureux. « Bonjour Lucie. J'ai beaucoup entendu parler de toi par Michael. Allons dans la salle d'examen. » Lucie s'allongea, l'angoisse montant doucement. Sandra appliqua l'appareil à ultrasons, les yeux fixés sur l'écran. Un silence tomba dans la pièce. « Il y a un problème, » chuchota Lucie, la voix tremblante. Soudain, Sandra sourit largement et secoua la tête, émerveillée. « C'est incroyable. Je n'ai jamais vu ça. C'est comme si quelque chose s'était recalibré à l'état originel. Ton bébé est en parfaite santé. » Lucie éclata en sanglots, serrant la main d'Hélène. « Tu es sûre? Vraiment ?» Sandra hocha la tête avec assurance. « Absolument. Les anomalies ont disparu. C'est un miracle. » Hélène serra plus fort la main de Lucie, les larmes aux yeux. « Je le savais. Tu mérites ce cadeau. » Lucie sanglota, bouleversée par le soulagement. De retour à la maison, elle serra Nora dans ses bras. « Ma chérie, le bébé va bien. Ton petit frère est en parfaite santé. Je suis si heureuse. » Nora sourit, radieuse. « Je le savais, maman. Le bébé me l'a dit. » Michael sourit dans l'encadrement de la porte. Parfois, l'intuition des enfants dépasse la science. « Je suis heureux pour toi, Lucie. » Lucie regarda la mère, le cœur débordant de reconnaissance.